Ben, en fait, le thème de la rencontre, c'est l'écoféminisme. Alors là, la grande question, c'est, ben, c'est quoi ça, l'écoféminisme? Alors, nous allons avoir une présentation d'Elisabeth Germain et Lucie qui va l'accompagner, qui va traiter de ça. C'est l'écoféminisme. Est-ce que l'écosocialisme se suffit à lui-même comme analyse et comme motif mobilisateur ou est-ce qu'il devrait intégrer une approche écoféministe? Alors, c'est Elisabeth Germain, merci beaucoup, militante féministe de longue date, comme sociologue, chercheuse, mère, travailleuse communautaire, coopérante internationale et maintenant retraitée du travail salarié. Oui, ça c'est bien parce que quand on arrête d'être salarié, on continue à travailler pareil, souvent. Le féminisme et le désir de justice l'ont accompagné dans toutes les facettes de sa vie. Ses principales implications actuellement sont au Comité des femmes immigrantes de Québec, au regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale et à la Fédération des femmes du Québec. Mais je crois que tu occupes un poste au conseil, c'est vrai? Oui, vice-présidente aux régions, c'est ça? Oui. Bon. Euh, Donc, elle participe à des comités concernant l'écoféminisme et le bien-vivre. Son intérêt a commencé quand elle travaillait en Afrique de l'Ouest il y a une vingtaine d'années. Au fil des années, l'écologie est devenue pour elle une préoccupation de plus en plus large. Et aujourd'hui, c'est une partie intégrante de sa vision du monde et de sa militance politique et féministe. Et n'aurais-tu pas aussi été candidate QS? Oui. Ah, on en sait des choses. Pour quelle circonscription? À Québec? Oui. Hein? Et, Oui, oui, j'ai été candidate pour QS dans Charlebourg, là, qui est un quartier de Québec, en 2018. mhm. D'ailleurs, je me rappelle que ma phrase préférée quand je visitais toutes sortes d'endroits, c'était de dire que QS se souciait des gens et de la planète. Alors, voilà, c'est ça. Ben, parfait. Et une autre ancienne candidate de QS, Lucie, notre Lucie Maillard, qui était candidate dans Bertrand, je crois. Et c'est Madame Duranceau qui est maintenant la députée, tristement députée de cette circonscription et qui s'est encore une fois qualifiée cette semaine en disant que les maisons d'hébergement pour femmes, ça coûtait trop cher, puis on arrête ça là. Mm. Euh, voilà. Euh, là, Parlant d'anciennes candidates, il y a aussi Marie-Céline Domingue qui était candidate dans Charlebourg avant moi. Ah, En fait, j'ai d'accord. succédé à Marie-Céline dans Charlebourg. Puis maintenant, c'est une autre femme là, qui est là. Mais, mm. Ah, parfait. Alors, Lucie, en fait, elle se présente essentiellement comme une artiste lyrique. Et, bon, premièrement, disons qu'elle fait partie dans la Révolution éco-socialiste, du comité de suivi et des communications. Donc, elle est très présente. Mais c'est une artiste lyrique et professeure de chant, de pose de voix, initiation musicale. Elle est présentement candidate à la maîtrise en traduction à l'UQTR et vient de débuter un micro-programme en études autochtones. Elle vit à Prévost dans les Laurentides avec son chéri et le chat du voisin. Elle se consacre à la traduction, l'écriture et l'enseignement. Elle a aussi enseigné à Camac et à un studio de Montréal et de Zurich, puis à Bremen, à l'Institut français. Et on partage quelque chose, elle et moi, c'est-à-dire l'amour de l'allemand. Alors, je pense que je vais être capable de dire la Staatsuniversität Bremen et à l'Université Jacobs. Elle fait partie d'une Genau, das ist Bremen. vraiment, Dankeschön. Bitteschön. Donc, loin d'avoir pris sa retraite de la scène, nous pourrons la retrouver dans plusieurs concerts et autres projets musicaux en 2024. Elle a aussi publié des articles sur la musique, mais également, tout dernièrement, un article sur l'écoféminisme dans Presse-toi à gauche et je vais mettre le lien dans la discussion. Alors voici, à vous, mesdames. Bon, alors, ben, bonjour tout le monde. Puis, je vais vous dire, je suis très impressionnée
passer après la conférence de Nicole Desgagnés, parce que vraiment, là, comment je dirais, ça illustre d'avance ce que je vais dire. Je trouve ça formidable. Je vais vous partager mon écran pour le PowerPoint. Donc, on va se demander si l'écoféminisme est une nécessité pour l'écosocialisme. Bon, ici, on est dans un groupe écosocialiste. Alors, je prends ça un peu pour acquis, que tout le monde a une idée de l'écosocialisme, enfin, puis que d'autres sont venus pour entendre parler sur l'écoféminisme. Alors, je vais m'étendre beaucoup plus longtemps sur l'écoféminisme que sur l'écosocialisme, mais vers la fin, je vais poser des questions par rapport à l'écosocialisme, voir quelles sont les convergences ou les écueils entre écoféminisme et écosocialisme. Bon, pourquoi ça? Voilà. Alors, de quel écoféminisme je veux parler? Ben, il y a une multiplicité de courants écoféministes, vraiment, ça a jailli de partout depuis 50 ans, finalement. Puis dans tous ces courants-là, il n'y a personne qui a essayé d'établir d'orthodoxie ou d'hégémonie. Il n'y a pas une théorie écoféministe qui serait la bonne ou un mouvement écoféministe qui prétendrait avoir le, le dessus sur les autres. Tout ça coexiste. Puis il y a toutes sortes d'axes d'analyse là-dedans ou de raisons de se mobiliser. Il y en a qui sont plus axés sur le corps, d'autres sur l'égalité de tous les vivants ou sur la spiritualité, la terre-mère, etc., la subsistance dans le sens des moyens de survie quotidienne, la décolonisation des territoires, évidemment. Puis là, on rejoint beaucoup les femmes autochtones dont Lucie parlait tout à l'heure. La relation des femmes avec la nature, le bien vivre, la paix, toute la question nucléaire, par exemple, les femmes qui se sont opposées écologiquement aux armes nucléaires étaient aussi favorables à la paix, militantes pour la paix. Anticapitalisme, le soin, la matérialité des luttes, c'est toutes des choses qui sont abordées dans le cadre de l'écosocialisme. Mais évidemment, je n'exposerai pas tout ça, là. Puis moi, je m'inspire des courants qui visent vraiment à transformer le monde pour permettre à la vie de durer puis de se renouveler aussi. Alors, ma proposition aujourd'hui est cohérente avec mes choix militants, féministes, écologistes, de gauche, démocratiques, intersectionnels, décolonial, transnational. Je vous jette ces mots-là comme ça, mais en fait, ça veut dire que ma proposition, elle pourrait se résumer à dire contre toute domination, que ce soit contre le patriarcat, le capitalisme, le racisme, tout ce qui est corollaire à ça, le validisme, etc. Puis, autant que possible, j'essaie d'ancrer ça dans des luttes concrètes de femmes, que ce soit ici ou ailleurs. Alors, quelques exemples de luttes de femmes dont vous avez entendu parler. Ben, par exemple, la Marche mondiale des femmes en 2015, le slogan, c'était Libérons nos corps, notre terre, nos territoires. C'était vraiment en plein dans l'écoféminisme, en luttant à la fois contre les violences qui sont faites à notre corps, puis les violences qui sont faites à la planète aussi par l'exploitation. Puis plus concrètement, ça se passait sur nos territoires, les lieux où on habite. En 2018, il y a un collectif de groupes féministes qui ont organisé une rencontre de militantes autochtones venant des deux Amériques, d'Afrique et d'Asie. Ça s'appelait Femmes en résistance contre l'extractivisme, parce que c'est des luttes qui sont extrêmement fortes et extrêmement dures aussi pour les femmes autochtones. Puis quand je dis autochtone, ben, on est plus habitué à ce terme-là en Amérique,
Mais en Afrique et en Asie, c'est les populations d'origine là, qui sont désignées ici par le terme autochtone. Bon, il faut regarder toutes les résistances de femmes dans les pays du Sud pour sauvegarder leurs semences. Par exemple, tout le monde a entendu parler de Vandana Shiva autour de la question des semences. Les forêts, ben là, il y a, comment ça s'appelle, Wangari Maathai, qui avait organisé le mouvement de la ceinture verte là, pour protéger les forêts, parce que les femmes avaient absolument besoin de bois pour faire à manger. Et donc, le bois manquait autour des villes, des villages, et elle a parti tout ce mouvement de reboisement. On connaît aussi des femmes qui ont lutté dans les pays du Nord contre la pollution de l'eau. Par exemple, à Flint, en Ohio, ou au Michigan, quand l'eau a été empoisonnée par le plomb. Pollution de l'air à Limoilou, à Val-d'Or, comme Nicole vient de nous en parler, ou pour la tenue d'un bac sur Northvolt actuellement à Saint-Basile. Euh, il y a deux groupes de femmes, Mère au front et Ma place au travail, qui se sont mises ensemble le 8 mai 2022, là, il y a bientôt 2 ans, qui ont transformé la fête des mères en une manifestation pour la vie, pour, pour aujourd'hui, pour notre travail de femme, mais aussi pour les générations qui viennent. C'était assez impressionnant de voir cette conjonction-là. Ça a été une très grosse manif au Parlement à Québec. Puis on peut parler d'autres luttes qui sont modernes dans le sens qui touchent nos problématiques actuelles, mais qui datent déjà de longtemps. Alors là, je voudrais rappeler le cri du cœur de Sojourner Truth à la Convention des droits des femmes en Ohio en 1851, où elle avait dit « Ne suis-je pas une femme, moi aussi ?» pour dire par ça, ben, les femmes, on n'est pas des... Parce que, évidemment, dans ces conventions-là, c'était plus des femmes à l'aise et bourgeoises qui avaient les moyens de se rendre là et de parler et tout. Et puis elle s'est présentée là. Puis il était question que les femmes, les hommes devaient respecter les femmes et tout et tout. Puis elle avait dit, ben moi aussi, je suis une femme et pourtant j'ai fait tous ces travaux que vous attribuez aux hommes habituellement. Puis c'était une militante contre l'esclavage, pour les droits des femmes noires en particulier. Et il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, les femmes blanches qui luttaient pour le droit de vote des femmes, entre autres, ne voulaient pas accorder le droit de vote aux Noirs. Alors, c'était très fort pour elles de se présenter là. En 1962, Rachel Carson, qui est une biologiste américaine, a publié Printemps silencieux, Silent Spring, qui a déclenché tout un mouvement, tout un éveil écologique aux États-Unis. Elle sonnait l'alerte sur les pesticides qui déciment les populations d'insectes et d'oiseaux. Ça a été vraiment un tournant marquant. Euh, Ici, au Québec, on a la FEAS, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, qui mène une lutte continue pour la reconnaissance du travail invisible des femmes, ce travail qu'on fait gratuitement et à la maison et dans les collectivités, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas valorisé. Et elles remettent ça depuis 50 ans là, sur la table tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça fait partie de l'écologie. Là. On va voir ça plus loin. En 1974, ben, Françoise Daubonne, une Française, a créé le mot écoféminisme. Et ça en dénonçant l'exploitation du féminin et de la planète par le capitalisme qu'elle appelait phallocentré, en d'autres termes patriarcal. Alors, c'est un peu toutes ces luttes-là, anciennes et récentes, qui contribuent à faire ce bouquet de luttes écoféministes qu'on connaît aujourd'hui. Comme point commun, on peut voir d'abord que ces luttes-là ne s'appellent pas toujours féministes ou écologistes. Ben, Lucie le disait encore tantôt à propos des femmes autochtones, mais beaucoup d'autres luttes, les femmes ne brandissent pas de bannière féministe. Là, même la façon dont Nicole Desgagnés nous parlait de la lutte à Val-d'Or tantôt,
s'annonce pas comme lutte féministe. Puis effectivement, c'était mixte, mais en même temps, il y a des soucis, des points de ces luttes-là qui sont carrément féministes. Alors, on n'est pas obligé de mettre l'étiquette pour voir que la lutte a ce caractère. C'est toutes des luttes pour la subsistance quotidienne, pour être capable de mener une vie quotidienne qui est bonne, ou mener à long terme, préserver la qualité de vie. Quand on pense à la qualité de l'air, par exemple, ben, c'est pas quotidien comme manger, dormir, mais ça touche le quotidien en même temps, mais à long terme. C'est des luttes qui sont ancrées dans le soin des gens et de la terre. Puis ce soin-là, c'est pas, si les femmes s'en occupent, c'est pas parce qu'elles ont une nature pour ça, c'est pas parce que c'est inné chez elles, mais c'est parce que le patriarcat et le capitalisme en particulier depuis 200-300 ans, les femmes ont été assignées aux tâches de soins. Alors, on a développé des habiletés, des méthodes, une vision, une sensibilité qui nous mettent au premier rang dans ces questions-là. Puis le soin, on va voir plus loin, c'est aussi ce que le socialisme appelle la reproduction. Tu sais, on oppose production et reproduction, mais la reproduction, c'est pas juste la reproduction biologique, c'est Mhm. la reproduction de la vie au sens large, de, oui, reproduire, produire des bébés, mais aussi prendre soin des gens quotidiennement. Il y a pas un ouvrier qui peut survivre sans le soin quotidien. Il y en a qui disent que la reproduction, c'est l'infrastructure de la production. Alors, c'est le mot soin, le care en anglais, je pense qu'il faut qu'on investisse ce mot soin d'une signification à la fois très concrète, très précise de toutes sortes de gestes, mais en même temps extrêmement large, dans le sens que c'est ça qui fait vivre la Terre. Et là, moi, je suis en train de parler beaucoup trop longtemps sur les premières, puis Et il je ne veux pas manquer de temps. t'interrompre, mais je pense que tu es juste au tiers de tes diapos, alors il faudrait Oui, c'est peut-être pour ça que je dis qu'il faut que je me dépêche. un petit peu, oui, mais c'est bien de présenter ces concepts-là quand même. Alors, le soin est d'abord dispensé au niveau local. Quand on dit que c'est beaucoup de petits gestes, là, ça se passe dans le quotidien, dans la famille, dans le village, dans le quartier. Puis, ce qu'on constate, c'est que ça entraîne la coopération des femmes qui prennent soin, que j'ai mis les soignantes, là, mais ce n'est pas dans le sens médical. Ça entraîne beaucoup de solidarité. Puis finalement, bien que on voit encore le soin comme une question de dépendance, il faut voir que ce que ça met en évidence, c'est les interdépendances. Asservir les soignantes, que ce soit les femmes ou les nations du Sud, ça ne peut plus dissimuler la nécessité des soins pour la survie des gens et des territoires. Les gens et les territoires dépendent des soins pour durer. Il y a comme une convergence facile entre les luttes féministes et les luttes écologiques. Parce que comme principale donneuse de soins aux personnes, les femmes perçoivent bien ce qui nuit à la subsistance, que ce soit la destruction des sources d'alimentation, la pollution, le manque de services publics. Puis en plus, ben, il y a tous les bouleversements qu'on voit de plus en plus, les catastrophes, les pénuries, les épidémies. Puis lorsque les femmes s'engagent dans l'action pour remédier à tout ça, mais elles se heurtent aux forces économiques et politiques qui entretiennent le mal-vivre. Alors, ça nous amène à voir que c'est les mêmes forces qui exploitent les femmes puis qui exploitent la planète et les vivants. C'est ces mêmes forces-là qui s'approprient et colonisent les territoires. Puis l'éducation populaire favorise la prise de conscience que ces forces-là, patriarcales, exploitatrices, ils sont reliés dans un système social qui est la domination masculine, puis l'exploitation capitaliste de la terre et des gens.
Alors, élargir la prise de conscience va en plus englober le colonialisme, toute la dynamique nord-sud, donc le racisme, puis tous les autres ismes que le féminisme intersectionnel inclut. Tu sais, le féminisme, de plus en plus, on a comme slogan libérer toutes les femmes. Ben, c'est parce que les femmes, il n'y a pas juste la domination patriarcale qui s'exerce sur elles, il y a aussi le racisme, etc., le capitalisme. Alors, il faut lutter contre tout ça. Lucie, est-ce que tu veux lire cette citation de notre amie Yayo Herrero, qui est une sociologue scientifique espagnole et qui illustre les choses de cette façon? Elle nous dit, la pensée écoféministe anticapitaliste défend l'idée que le système socio-économique a la forme d'un iceberg. Le marché en est la partie flottante et visible. Sous la surface se trouve une masse bien plus importante, le travail de conservation de la vie. Voilà, ça parle, hein? Et ceci, Moins de biens, plus de liens. Oui, c'est très, très bien pour résumer tout ça. L'écoféminisme peut être vu comme une proposition théorique et politique de décroissance formulée à partir d'une critique sexiste du système économique capitaliste et des modes de gouvernance politique et institutionnelle. Ces rapports mettent en vis-à-vis les inégalités entre dominants et dominés et l'exploitation des ressources. Le péril écologique va jusqu'à rendre visibles les limites du système patriarcal. merci Lucie. Alors, là, je vais passer vite, parce que j'étais beaucoup sur la convergence du féminisme puis de l'écologie. Ça, on l'a dit tout à l'heure, que l'expertise des femmes en rapport avec le soin, c'est pas une vocation ou un destin naturel qui est dû à leur corps, mais c'est un phénomène social là, parce que ces soins-là nous ont été attribués. Puis il faut maintenant faire passer le soin d'une sous-valorisation servile à un statut de principal objectif social et économique. C'est l'objectif du bien-vivre, au fond. L'écoféminisme, pourtant, entraîne les féministes en dehors de leur zone de confort, parce qu'on est beaucoup justement dans le soin des personnes et tout. Mais l'écoféminisme demande aussi de prendre soin de la planète comme environnement matériel et support de la vie. Alors pour ça, il faut parler technique, organisation, économie, puis les femmes, ben, il faut qu'on mobilise fort pour les amener là. Je trouve là important l'exemple que Nicole nous a donné de tout l'effort de documentation, d'information, d'éducation populaire qu'ils ont fait pour la, la mobilisation. Bon, l'écologie et le féminisme, on l'a vu, ça appelle radicalement à l'anticapitalisme, parce que le lien est évident entre la croissance économique, l'exploitation de puis l'exploitation de la nature et des personnes qui sont transformées en ressources. Mais de quel anticapitalisme on parle? Vers quelle société, vers quelle économie alternative veut-on aller et comment faire la transition? C'est des grosses questions qui ne sont pas nécessairement résolues. On sait qu'on veut passer d'une économie de marché, la marchandisation. Il y aura toujours du marché et du commerce, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que l'économie soit caractérisée par le marché. Alors, passer de la marchandisation à une économie de subsistance et de soins qui est orientée vers le bien-vivre. Passer de la concurrence à la coopération, de l'accumulation à la durabilité de la vie. Une économie féministe, il y a entre autres beaucoup de femmes latino-américaines qui travaillent là-dessus. Une économie féministe va être basée sur la valeur d'usage, ce que ça nous apporte comme être humain, plutôt que sur la valeur d'échange, c'est-à-dire l'argent que ça nous donne pour avoir accès à d'autres biens. Sur une redéfinition du travail, sur le soin de la vie, « sur l'égale dignité de tout le monde et de tous les statuts ».
Puis surtout, il faut passer d'une économie hégémonique, c'est-à-dire l'économie qui est le motif de toutes les décisions politiques et tout, à une démocratie politique, c'est-à-dire une politique qui s'occupe des gens et qui est faite par les gens. Et ça, ben, il faut lutter contre les droites pour ça parce qu'elles sont vraiment hégémoniques. Euh, alors donc, anticapitaliste et écologique. Ah oui, c'est ça. Là, on arrive sur l'écosocialisme. Lui aussi est anticapitaliste et écologiste. Alors, il y a une bonne base de convergence avec l'écoféminisme, mais il y a des difficultés pratiques. Les mouvements socialistes, ils ont eu une origine très masculine. Ils ont mis les femmes au café et à la dactylo, puis les hommes au pouvoir et au micro. Il faut que ça change, ça, pratiquement. On a encore des fortes tendances là-dessus, même dans les mouvements mixtes qui se disent féministes. Il y a des difficultés théoriques parce que les soins ou la reproduction, ils sont invisibilisés dans l'économie socialiste, dans la théorie économique socialiste. C'est la production qui est valorisée, alors que la production ne peut pas exister et durer sans la reproduction. Puis une difficulté stratégique aussi, c'est que le socialisme a une visée de renversement et de prise du pouvoir, alors que le féminisme, lui, il tend plutôt à abolir les hiérarchies puis à collectiviser le pouvoir. Alors, les féminismes ont établi des convergences, puis la crise écologique est devenue un facteur de convergence puissant aussi entre les mouvements écologiques du monde entier, parce qu'on est devant un enjeu qui est planétaire puis qui concerne toutes les populations. Donc, l'écoféminisme et l'écosocialisme ont intérêt à converger, mais il faut qu'on s'offre mutuellement des propositions qui nous rendent plus forts et fortes les unes et les autres sur les plans pratiques, stratégiques et théoriques. Puis à la base, je pense que ça veut dire de refuser le mirage de la croissance verte, puis d'offrir une vision mobilisante de ce vers quoi on veut aller, un vrai projet de société motivant. Alors, comme base pour favoriser une convergence des luttes entre l'écoféminisme et l'écosocialisme, on pourrait prendre la question des communs. Les communs, Silvia Federici définit ça comme des pratiques et des perspectives qui vont renforcer la coopération sociale, qui vont réduire le contrôle du marché et de l'État sur nos vies, qui vont encourager le partage de la richesse, puis comme ça, mettre des limites à l'accumulation du capital. Alors, les luttes féministes, elles visent beaucoup à la création de communs reproductifs. Donc, des communs, ça veut dire que c'est tout le monde qui va gérer les affaires, pas les posséder, mais les gérer. C'est ça l'idée des communs. Alors, le soin, l'éducation, la santé, l'environnement, les luttes féministes vivent beaucoup à créer des communs de reproduction de la vie. Les luttes écologistes, elles visent beaucoup à créer des communs par rapport à la nature, c'est-à-dire une défense collective de la planète. Puis les luttes socialistes visent beaucoup, au fond, en passant par l'économique, la reconstitution des communautés. Puis là, j'ai mis contre les enclosures. Là, je n'ai pas le temps de partir là-dessus, mais mettons que les enclosures, c'était qu'avant, les pâturages étaient publics, communs. Puis dès le début du capitalisme, on a mis des clôtures, des enclosures pour privatiser ces terrains-là. Alors, on est aujourd'hui encore dans un mouvement de privatisation et d'enclosure. Puis, les luttes socialistes, ben, elles visent à reconstituer des communautés, à déprivatiser, à rendre ça propriété publique. Alors, pour arriver à bouger par rapport à ça, je pense qu'il faut qu'on conjugue les luttes. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de notre appartenance principale. Ah, moi, je suis féministe, je vais juste aux affaires féministes pour aller expérimenter autre chose. Je vais aller dans des groupes écologistes, je vais aller dans des groupes socialistes, ou je suis socialiste, je vais aller dans des groupes à tendance féministe, ou je vais aller dans des groupes écologiques pour voir comment ça se passe vraiment. Alors, on conclut, Elisabeth, parce que... J'achève.
Oui, parce qu'on a déjà beaucoup dépassé le temps. Oui, je vois ça. Euh, il faut pratiquer une participation que j'appelle immersive et pas objectivée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver là avec un œil critique de dire, oh ouais, ils font ça. Il faut endosser les objectifs, les stratégies des groupes vers lesquels on va pour vraiment être capable de les comprendre, de comprendre leur dynamique. Ça ne veut pas dire de perdre tout esprit critique, mais ça veut dire de vraiment s'immerger là-dedans, s'impliquer. Puis être ouvert pour faire des apprentissages, ce qui est le seul moyen d'élargir nos visions puis de rendre plus efficaces nos actions. Merci infiniment. C'était Alors finalement, ben, juste pour dire que ça, c'est mes coups de cœur de morceaux choisis écoféministes, mais je pense que ça va être publié sur Presse-toi à gauche, alors vous pourrez tous et toutes avoir accès.